Bonsoir et bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir le président de l'Assemblée nationale. Bonsoir Bernard Accoyer. Bonsoir Yann. Alors ce week-end, nous avons entendu Martine Aubry comparer Nicolas Sarkozy à l'escroc Bernard Madoff. Est-ce que c'est un simple dérapage de tribune ou le signe que ça y est, on est entré dans la campagne présidentielle? Je trouve toujours désolant que lorsque on n'a pas d'argument à opposer aux idées, eh bien on s'en prenne aux hommes. La politique, c'est une confrontation d'idées, ce n'est pas la guerre entre les hommes. Là, il y a en l'occurrence une condamnation, un constat du fait qu'en 83, lorsque l'âge de la retraite a été ramené de 65 à 60 ans, tout le monde savait, y compris ceux qui ont pris la décision, qu'en 2005, la branche vieillesse serait en déficit. C'est ce qui s'est passé. Donc là, ça n'est pas la personne qui a pris, ça n'est pas la personne qui a pris la décision qui est critiquée, c'est la décision. La confrontation des idées, c'est la politique elle-même. Et là, Martine Aubry, donc ça s'en prend. Écoutez, je pense que là, c'est une dérive, un dérapage qui n'est pas bon, en soi, parce que il amène du débat à la confrontation entre les personnes. Il y a une certaine forme de violence dans cette dérive. Alors inversement, ce même week-end, on a entendu un changement de ton dans la bouche de François Bayrou. On écoute ce qu'il disait hier au grand jury. Nous avons été nombreux à croire que le Parti socialiste pouvait bouger, que sa vision des choses pouvait évoluer. À cela, nous tendions la main. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça n'est pas la direction suivie. Alors voilà, jusqu'au régional, François Bayrou tapait sur la majorité et tendait la main au PS. Maintenant, il rejette le PS. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous pensez que François Bayrou peut revenir dans la majorité ? Je crois que toutes les bonnes volontés sont à prendre, surtout lorsque un pays comme la France est confronté à une crise à qui personne n'échappe. Et donc l'électorat centriste, qui a toujours été un électorat de centre-droit, se retrouve d'une façon plus homogène, plus entière dans la majorité. On ne peut que s'en féliciter. Mais au-delà des électeurs, est-ce qu'il faut faire un signe en direction de François Bayrou lui-même ? Je crois que le président de la République et François Bayrou se parlent, qu'ils se rencontrent, et c'est une bonne chose. Et Nicolas Sarkozy lui-même, quand est-ce qu'il doit entrer dans le jeu politique? Lorsqu'il rencontre des députés, il dit « vous inquiétez pas, on va bientôt reparler politique ». Il faut qu'il entre en lice tôt, comme lui conseille Édouard Balladur, ou au contraire, se réserver jusqu'au début de la campagne? Je crois que le président est totalement centré sur des initiatives pour répondre aux priorités des Français, c'est-à-dire dans ce contexte de crise particulièrement grave, sauvegarder le pouvoir d'achat, lutter contre le chômage, réformer les retraites, faire en sorte que la sécurité des Français soit assurée. Ce sont des tâches considérables qu'il accapare et il ne passe pas de temps dans les manœuvres politiques. Ce n'est pas le rôle du président et ce n'est pas le rôle que joue le président de la République. Alors les retraites, parlons-en d'abord d'un point de vue parlementaire, puisque ce sera un texte de loi qui arrivera sans doute dès la rentrée de septembre. Alors on sait qu'habituellement il y a 2 lectures de chaque texte dans chacune des assemblées. Si on va aller plus vite, ce qu'on appelle la procédure d'urgence. Mais quand on fait ça, en général, les assemblées plutôt, disent « Ah, on bafoue les droits du Parlement ». Est-ce que sur un texte comme ça, il faut aller vite? Là, on est sur un texte un peu particulier. Ce n'est pas la rédaction avec des mots choisis de la loi. Ce sont des décisions pour faire évoluer le système de retraite des Français, régime général, et d'ailleurs de tous les régimes. Donc, il n'y a pas besoin de s'éterniser dans les navettes. Et il y a, c'est vrai, réellement une urgence à réformer. Une urgence, pourquoi? Parce qu'il y a la crise. Et lorsque j'entends certains dire que le président n'aurait pas envisagé de bouger l'âge légal de la retraite, c'est vrai, il l'a dit avant la crise. Mais la crise, les conséquences de la crise, selon le corps Conseil d'orientation des retraites, créé par Madame Aubry elle-même. Le corps avait prévu un déficit de 30 milliards qui aurait été en 2030. Nous y sommes aujourd'hui. Oui. C'est ça la crise. Et donc, si il est interdit de réagir pour répondre à la sauvegarde des régimes des retraites, c'est plus la peine, encore une fois, de faire de la politique. C'est l'honneur de faire de la politique, de réagir aux circonstances pour sauvegarder la protection sociale des Français. Et on sait maintenant que l'âge légal de départ en retraite sera reporté. On ne sait pas à combien. Vous avez un chiffre de... Je crois que quand on parle d'allonger la durée de cotisation ou de reporter l'âge légal pour faire valoir les droits à retraite pleine, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui se passera très progressivement. Il ne s'agira pas d'augmenter brusquement, comme on avait baissé brusquement, et de 5 ans,
en 83. Il s'agira d'augmenter tout au plus de 3 mois par an. Donc progressivement et en montant jusqu'à combien ? Écoutez, et ça, ce sont les exigences pour aller vers un meilleur équilibre de la branche vieillesse qui seront là. Parce que nous sommes dans un régime par répartition où les actifs payent pour les retraités. Et lorsque j'entends l'opposition expliquer qu'au lieu de jouer sur la durée d'activité, compte tenu que le nombre d'actifs diminue, il faut allonger cette période, il faudrait au contraire répondre par des impôts nouveaux. On tue le principe même de la retraite par répartition, qui est pourtant un grand consensus et que jusqu'à présent la gauche présentait comme quelque chose, et moi c'est ma conviction, qu'il faut absolument sauver. Il y a là une sorte de paradoxe. Non seulement les mesures fiscales sont largement insuffisantes financièrement, non seulement c'est un coût, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait payer, on aura tué en quelque sorte la poule aux œufs d'or, mais en plus on tue le système de solidarité qui est le plus symbolique du pacte républicain. Franchement, je ne comprends pas. Alors quand on parle des retraites, et puisqu'en plus ce sont les parlementaires qui vont voter cette loi, beaucoup de gens, et on le voit notamment dans la réaction de nos internautes, disent oui, mais que les parlementaires commencent par eux-mêmes. Alors la retraite des députés, est-ce que ça fait partie des idées reçues, comme vous les pointez dans ce petit livre ? C'est un point que je développe, oui. Ou est-ce qu'il y a vraiment un effort à faire par les parlementaires sur la retraite ? Il y a déjà eu des efforts qui ont été faits considérables par les députés sur un certain nombre de dispositions, plus précisément sur le système de pension de vieillesse, de compensation vieillesse, qui a été créé en 1904 pour permettre aux gens modestes, et pas uniquement aux notables, aux riches bourgeois, d'accéder au mandat parlementaire. Ce système présente un certain nombre de caractéristiques qui sont ressenties, à juste titre, comme des avantages. Après, il s'agit d'une d'équité. Ces avantages sont identiques. Eh bien, nous réformerons, bien entendu, comme cela aura été demandé pour tous les Français, le dispositif. Nous l'avons déjà fait. Nous avons cessé les possibilités de partir avant 60 ans, avant c'était 55 ans. En 2012, comme dans le régime général, il faudra 41 années de cotisation. J'ai supprimé la possibilité de cotiser à 2 régimes en même temps. Eh bien, nous ferons également un effort supplémentaire qui sera parallèle à l'effort demandé aux Français. Mais plus généralement, l'Assemblée... Quel pourrait être cet effort supplémentaire ? Écoutez, nous en débattrons, nous regarderons. Il n'est pas question de considérer que c'est un régime de retraite classique. C'est un dispositif qui fait que lorsque vous entrez en politique pour un mandat national, vous interrompez votre carrière professionnelle, vous interrompez la constitution de votre retraite, voire de votre patrimoine, et par conséquent, il faut bien qu'il y ait un dispositif qui permette à tout un chacun, indépendamment de ceux qui sont fonctionnaires ou qui ont de très gros patrimoine, d'être parlementaire. Mais permettez-moi juste d'ajouter qu'à l'Assemblée, nous sommes très très attentifs sur les économies et que du premier jour où j'ai été élu président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé que la dotation de l'État pour faire fonctionner l'Assemblée nationale, eh bien, ne bougerait pas. La valeur zéro, je l'ai décidé dès le début, en 2007, et ça durera 5 ans. Et quand on additionne les économies faites, ça fera au terme de 5 ans 150 millions d'euros d'économies, 1 milliard de francs. Oui, enfin 150 millions d'euros. Ça fait 1 milliard de francs, 150 milliards. Alors il y a un internaute d'ailleurs qui s'appelle Bernard aussi, qui vous demande apparemment d'aller plus loin, ce qui vous demande, est-ce que les députés et les sénateurs vont prendre la décision de baisser leur salaire ? Les Français, dit-il, attendent ce geste. Mais il y a déjà eu, je vous l'ai dit, des mesures d'économie. L'actualité n'est pas à la baisse du salaire des fonctionnaires, comme cela se fait en Espagne, au Portugal, dans plusieurs pays d'Europe. Nous sommes en train de maîtriser la dépense publique. C'est une maîtrise qui est une exigence de raison, parce que voilà 36 ans que nous votons des budgets où il y a plus de dépenses que de recettes. Et donc la raison, qui n'est pas l'austérité, c'est de rapprocher les dépenses des recettes. Un petit mot sur la réforme territoriale, puisqu'elle est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. On avait beaucoup dit que l'UMP voulait supprimer la possibilité de triangulaire, il y en a en commençant par les empêcher pour élire les futurs conseillers territoriaux. Finalement, les triangulaires seront possibles. Vous le regrettez ou pas ? Non, je suis partisan du pluralisme. Nous avons un mode de scrutin uninominal à 2 tours. C'est celui qui a toujours eu ma préférence pour dégager un lien précis et fort entre les électeurs et leurs élus, mais également à permettre à la démocratie de s'exprimer. Si les électeurs placent 3 ou 4 candidats au second tour, c'est leur volonté, elle doit être respectée. J'étais opposé personnellement
à la suppression des triangulaires. C'est le droit des citoyens. Et de toute façon, même avec des triangulaires, cela dégage des majorités qui sont quasiment toujours très claires. En revanche, vous ne voulez toujours pas entendre parler d'une part de proportionnelle. Je viens de vous répondre. Je pense que la proportionnelle, on le voit bien, y compris en ce moment dans certains pays qui ont ce mode de scrutin, la proportionnelle éloigne les électeurs de leurs élus et conduit à des situations où il n'y a pas de majorité claire. Donc ce sont des compromis, des arrangements de couloirs. Ça n'est pas cela de la démocratie parlementaire pour moi. On termine sur un mot plus personnel. On a souvent souligné votre discrétion. Et là, on a l'impression que vous êtes un peu présent partout dans les médias. Vous étiez samedi dans l'émission de Laurent Ruquier. C'est un peu un changement de stratégie de communication pour vous? Non, alors je n'ai aucune stratégie de communication. J'ai seulement envie de dire ce que peut ressentir un élu tel que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé 30 ans dans la vie que je qualifie de la vie normale, la vie active, et qui ressent peut-être la vie publique différemment des autres. Et donc j'ai envie de le dire et je le dis. Y compris chez Laurent Ruquier, par exemple. Oui, et chez vous. Bernard Accoyer, merci. Demain, nous recevrons le ministre de la Défense, Hervé Morin.